Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Temps Mort Show, ton émission 100% basket. Je suis Ali, votre présentatrice préférée. En douceur aujourd'hui, en douceur. Oh. Yes. Il nous manque un petit membre. Oui, mais on a un ambassadeur de luxe qui est venu remplacer. Regardez. Ah. La bouche pimentée. Voilà. La bouche pimentée. Le remplaçant de Flexstar, merci. Voilà. S'il n'y a pas Flexstar, il y a la bouche pimentée. Il y a la bouche pimentée. Vous avez vu la cape juste posée sur le crâne. Monsieur Cissé est venu remplacer DJ Flexstar au pied levé. Merci à toi. Merci à vous. Vous connaissez, c'est la famille. C'est toujours un plaisir d'être là. Ça faisait un moment qu'on t'attendait quand même sur le plateau. Ouais. Moi, vous avez eu la chance de m'entendre à distance. Cette semaine, en effet, oui. C'est vrai. Lors d'un petit débat générationnel. Je vais pas prendre le temps mort dans la première minute de l'émission. C'est bon. Calme-toi. Mais c'est la faute de Flexstar. Il fait des découpes parfois aléatoires. Il faut mettre les contextes. On se fait attraper par la veste après sur les réseaux. Ah oui, c'est vrai que j'ai balancé une petite vidéo là. Justement, parlant de Flexstar, hein, les Aces toujours dans les débats. Donc, on va instaurer une nouvelle règle, en fait. La personne qui parle beaucoup, faute technique. Qui parle trop, tu veux dire. Qui parle trop, pardon. Qui parle parle le droit trop. de parler beaucoup, quand même. Technique. Mais si tu parles beaucoup, tu parles bien. Non, mais c'est toi la juge. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe si tu mets technique? Eh ben, on coupe ton mic, en fait. Pendant combien de temps? 1 minute. Ah ouais, banni. Ah ouais, banni. Ah, c'est le contre-Uno du temps mort. Donc, il y a contre-Uno du temps mort. Faute technique. Ok. Et j'ai pas présenté ma fine équipe, quand même. Toujours. Vas-y. Mais on nous connaît maintenant, on nous connaît, c'est bon. Besoin de vous présenter? Gucci Mills, le Tsar, on est là. Balance le programme là, vas-y. Aujourd'hui, on va parler du retour de Jason Tatum. Ah, j'ai cru que tu voulais parler de mon retour. Non. Ouais, c'est un peu pareil, hein. On revient au même moment, c'est bizarre, hein. Mais un peu de bienveillance dans ta voix, là. On sent que t'es un peu stressé. Non, on sent qu'il n'y a pas de love dans sa voix. Non, ça menace directement ton équipe, on le sait, mais Boston. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai un problème avec Boston, tout ça, bref. Mais pourquoi tu dis ça menace, Angelo? Moi, je suis comme la Formule 1, il n'y a pas de rétroviseur sur mon véhicule. Je vois ce qui se passe devant moi, derrière moi. Ça me regarde pas. C'est vraiment la bouche pimentée. Non, mais ça va se régler juste après l'émission. On en parlera plus tard. C'est que du love. Ensuite, on va parler de Luka aux Lakers qui a un comportement exécrable en ce moment. C'est exécrable. Très compliqué. Exécrable. C'est pas la première fois qu'on en parle sur notre émission. Ouais. Les gens, ils fronçaient les sourcils à chaque fois qu'on mettait ça un petit peu en avant au sujet de Luka. Oh, mais comment vous permettez-vous? Vous vous sentez comment aujourd'hui? On vous posera la question tout à l'heure. Je mettrai un peu de sucre quand même dans tout ça quand même. Oui, bien sûr. Mais on va analyser dans sa globalité la situation. Ensuite, on parlera de Kuminga, Jonathan et Jennifer. Non, pardon. Et enfin, on finira par le Youngstar Game. Ah, il y a un beau dossier là, le Youngstar Game. Ouais. Il y a un beau dossier. Très beau programme aujourd'hui. Hein. Vous êtes prêts? On a 4 sujets. Ça fait un plaisir de vous voir, en tout cas. Être en live avec vous, c'est que du love. Mitty Mill, Ali Berry, Angelo, non. Ali Berry. C'est pas mal, Ali Berry. Ali Berry, ça va bien. On y va. Ouais. Let's go. Bon. Le retour de Jason Tatum. Déjà, non, bip! Elle écorche son prénom. Non, on peut pas être d'accord. Non, mais, bon, vous êtes ravis de son retour, Non, désolé, je suis désolé, j'arrive pas à faire semblant, je le porte pas dans mon cœur, ce monsieur. Non, tu peux ne pas porter son Tatum dans ton cœur, mais faut être content, la NBA va un peu mieux quand les stars sont sur le terrain. Okay. Et Tatum fait partie des stars de la ligue, qu'on le dise ou pas. Il fait partie des stars de la ligue et là, il est revenu contre Dallas. Mais je vais te lancer direct. Je te lance direct, comme ça, on va rentrer dans de la pertinence immédiatement. Comment tu penses qu'on doit gérer le retour de Tatum? Parce que à un moment donné, c'est pas n'importe quel calibre de joueur. Il y a une réintégration à faire dans une équipe performante qui est à l'heure actuelle 2e à l'Est. Comment tu penses que on doit gérer du côté des Celtics et de Mazzulla le statut de Tatum, la réintégration dans une équipe qui fonctionne bien et bien entendu les égos? Premièrement, je pense que le match contre Dallas a déjà permis d'avoir un peu un semblant de réponse, dans le sens où, déjà, fallait voir combien de minutes allait jouer Tatum. Est-ce qu'il avait une restriction de temps de jeu? Est-ce qu'il allait faire 10-15 minutes? Au final, il a joué 27 minutes. S'il joue 27 minutes, ça veut dire que clairement, on compte le faire jouer
petit à petit à temps plein. Donc ça veut dire que Tatum, moi selon de ce que je vois là, il va reprendre sa place qu'il avait l'année dernière au moment de sa blessure contre New York. Ce qui est compliqué, c'est que Jaylen Brown, qui fait une saison calibre MVP, je me dis bien calibre MVP, il fait sa meilleure saison. Clairement. Toi, tu veux que ça prépare la veste toi aussi. Non, bah non, faut dire complètement. C'est qui dit là, c'est ça. Et t'as une équipe qui était censée être niveau tanking et qui est deuxième de conf, bien installée à deuxième de conf. Maintenant, Boston annonce clairement avec le retour de Tatum qu'ils veulent le titre cette année. Ouais. Parce que concrètement, avec l'année qu'ils font sans Tatum, il va manquer quelque chose pour aller chercher ce titre-là. Et ce qui va manquer, c'est un Jason Tatum. Un peu rouillé. Au début, c'est normal, hein. Tu reviens après 300 jours, c'est normal, un peu rouillé, etc. Mais dès qu'il a commencé à mettre ses tirs, quand il a commencé à être agressif, etc., on a vu le Tatum qu'on aimait voir. On a vu l'ambiance comme chez vous, comme vous savez le faire. Tu sais. Voilà. C'est pas Cleveland, hein. On va se régler après. Concrètement, pour moi, ça va revenir comme il y a un an. Malheureusement, c'est plus les mêmes joueurs et c'est plus peut-être la même entre Brown et Tatum, mais on a déjà eu ce débat-là bien avant qu'ils peuvent pas cohabiter, ils ont montré que si. Donc pour moi, ça va pas être un si gros problème que ça. Je pense que ça va rentrer dans l'ordre et que Boston va redevenir le favori de l'Est comme il devait l'être. Mousse, on a vu Jason dans le 5 directement. Et Over the top. donc on a vu Jason dans le 5 directement, donc à un moment donné ça annonce déjà la couleur. Il y a pas de réintégration progressive, tu sors du banc comme avec Wembanyama ou autre, c'est non, on sait qui direct, tu es. Tu rentres dans le 5 même si on peut avoir des minutes restreintes dans l'absolu, mais quoi qu'il arrive on garde les choses comme elles étaient avant la blessure. Donne-nous un petit peu ton ressenti, toi, sur ce que tu as vu, sachant que c'est qu'un premier match. Oui, ça peut aller dans le bon et dans le mauvais sens parce qu'il y a l'adrénaline. Clairement. Moi, je demande à voir sur la continuité par rapport à son état physique, donc dis-nous tout. Alors moi, déjà je vais revenir à ta question. Je vais juste reprendre une partie de la réponse de Mills qui était hyper intéressante. Quand il dit Tatum va reprendre sa place. Là, on joue sur deux aspects, sa place et son rôle. Il faut vraiment dissocier les deux. Sa place, il va revenir en tant que joueur. Son rôle, Brown n'a pas à s'inquiéter. Il sera la tête de gondole de l'effectif. Maintenant, il y a un truc sur lequel il faut pointer, c'est qui a porté le titre à Boston. C'est sa facilité à faire d'autres choses que Brown ne faisait pas. Être l'avant-dernière passe, être le gars qui kickait pour donner des solutions supplémentaires. Tout ça. Les choses qui ne sont pas quantifiables, mais qui apportaient une certaine fluidité dans ce jeu-là que Tatum sait faire. Et mine de rien, son premier match, à la fin de la mi-temps, il est à 5-5-5. 5 points, 5 passes décisives, 5 rebonds. On a connu des débuts plus compliqués pour certains joueurs en revenant d'une blessure comme celle-ci, tu vois. Maintenant, sur l'effectif, il y a aussi des faits qui sont intervenus durant ce match, la blessure de Vucevic. Quid de l'équilibre qu'il va avoir entre la première unit et la seconde unit. Est-ce que Mazzulla va pas aussi le faire jouer en seconde unit pour épauler un certain Peyton Pritchard pour avoir un équilibre en attendant le retour de Vucevic, ce qui lui mettra peut-être un peu moins de pression aussi. Tu vois, il y a plein de stratégies qui sont en place, mais pour l'instant, j'ai un joueur intelligent. J'ai un joueur intelligent qui a des problèmes d'émotion. Je veux le dire clairement, il a des problèmes d'émotion. Et c'est pas la première fois, c'est un joueur intelligent qui a des problèmes d'émotion, un IQ assez élevé niveau basket, qui, avec cette configuration-là, peut revenir s'intégrer dans l'effectif et être une plus-value hyper importante. Quelle franchise refuserait un retour d'une superstar comme ça dans son effectif? Et il a l'air d'être plutôt bien, d'avoir bien travaillé. Je suis surpris. Comme 90% de la ligue, quand tu vois que des KD, tout ça, sont revenus avec ce type de blessure, mais largement plus tard, que lui revienne et que il puisse faire ce genre de choses, je veux voir plus. Je pense que si les Celtics n'étaient pas dans une telle période faste, avec un bilan qui excède les attentes, parce qu'on savait qu'ils allaient peut-être finir dans le top 6, 7, mais on s'attendait pas forcément dans le top 2. Play-in. Et pour moi, j'annonçais après, moi, qu'ils accrochent une 6e place dans la conférence Est, j'aurais pas, voilà, ça m'aurait pas choqué. Mais que de là à jouer les deux premières et donc avoir l'avantage du terrain jusqu'en finale de conférence, c'était ça. Donc peut-être que ça a aussi inspiré Tatum qui n'avait
aucune pression de comeback initialement quand la saison a débuté. Mais ce qui aussi est intéressant, c'est de savoir qu'il a suivi l'équipe tout au long de la saison. Exactement. Il s'est pas isolé dans une sorte de bulle de cicatrisation et de prise en charge où il est à l'écart du groupe. Il fait son protocole, mais d'une certaine manière, il n'est pas particulièrement impliqué jusqu'à son retour. Non, il est dans il était dedans, qu'il soit blessé ou pas blessé. Il voyage avec l'équipe, il reste avec le collectif. Donc, moi, ce qui m'intrigue, c'est de voir dans quel état physique il va être, parce que les entraînements, les workouts individuels, la rééducation, c'est une chose. L'enchaînement des matchs, avec le rythme NBA et les complications que ça peut impliquer dans la récupération, c'est ça que je demande à voir. On va avoir la preuve ce soir. Hein. Ce soir, déjà, ça joue les Cavs. Oui. Ça joue les Cavs, donc on va avoir la preuve ce soir. Peut-être que son temps de jeu va être limité ou pas. Vucevic est blessé, donc... Je pense pas qu'il va être limité, moi. Moi, je pense pas qu'il lui va vouloir jouer. Après, que des joueurs qui ont envie de jouer, et s'ils se sentent healthy, et ils vont vouloir game. Ouais, ils vont vouloir game. Et surtout que c'est important, comme tu l'as dit, en termes de le jeu de Tatum. Je voulais revenir là-dessus parce qu'il finit quasiment en triple-double. Il finit quasiment en triple-double pour le premier match. Et je pense que, comme tu l'as dit, ça va être intéressant. Surtout qu'ils ont subi des pertes en Boston avec pas mal de départs, etc. Et je pense que, comme tu l'as dit, c'est la pièce manquante qui va arriver dans le jeu de Boston. C'est-à-dire faire tourner aussi l'équipe, servir aussi tous les autres joueurs autour pour se mettre en confiance. Je pense que c'est pour cette raison-là qu'il est revenu début mars, parce qu'on sait qu'après les playoffs arrivent, le temps de se mettre en jambes. Exactement. Et de pouvoir bien débuter les playoffs de manière assez rapide et comme je le dis, c'est un des comebacks les plus rapides de clairement. cette blessure historiquement. Donc, on va vraiment voir ce que ça vaut et on sait tous le gros problème de Boston, c'est la régularité. La régularité dans son jeu, ils sont capables de s'entêter de jouer de la même manière. On a pu voir des exemples avec Pritchard qui nous a fait 2 matchs à 0 points alors qu'il était voilà, Derek White qui est un peu dans le dur mais qui apporte d'autres choses qui sont pas statifiables, et Jaylen Brown même qui fait une saison qui fait une grosse saison mais qui des fois est un peu aussi dans le mou et qui a tendance à friser le ballon. Tu parles de mecs qui ont un plus-moins supérieur à celui de Brown. On est tout à fait d'accord. Voilà, si tu veux, mais dans tous les cas. Il est c'est que du love. C'est que du love. Donc voilà, mais comme vous, hein, j'ai hâte de voir la suite. Parfait. J'ai hâte de voir la suite. Si en cours de saison il me dit il arrête, je serai pas surpris. S'il continue, je ne serai pas surpris. Parce que avant tout, c'est un gamer et il a envie d'être sur le terrain. Mais bon, toi, ton prono, c'était la pièce manquante et je pense que tu partages cette opinion, Mille. C'était la pièce manquante pour l'opération titre. Il a un titre d'MVP des finales à aller chercher. Grosse affaire là. On le sait très bien. Grosse mission. Même si derrière les chiffres, on sait qu'il avait des meilleures moyennes que Jaylen Brown, mais bon, ça aussi. Hein. Ça sera. Il y en a eu des MVP des finales discutables. Bien sûr, mais bon, on parle des chiffres. Voilà. On peut parler des chiffres. Ne nous aventurons pas sur un terrain glissant. On a une restriction temporelle au niveau de l'émission. Un petit temps mort, s'il vous plaît. Ok, petit temps mort. 3, Timer. 2, 1, c'est parti. Alors, bien évidemment, comme on est à la conférence Est, j'avais choisi de se parler de Détroit. Pourquoi ? Parce que il y a dernier temps, on a parlé de est-ce que Détroit était en capacité d'aller remporter le titre. Ces derniers matchs ont montré qu'il y a un gros problème que j'avais déjà souligné auparavant, c'est la dépendance offensive auprès de Cade Cunningham. À partir du moment où les Spurs ont réussi à serrer Cunningham, autour, ça a été très compliqué offensivement. Certes, défensivement, ça a toujours l'équipe de Détroit, mais pour gagner le titre, il va falloir scorer en dehors de Cade Cunningham. Les Spurs l'ont fait 2 fois. La veille, Brooklyn est parti gagner à Détroit, alors qu'il n'y avait pas Cade Cunningham. Pour moi, sans Cade Cunningham, tu dois quand même gagner le match. Donc, il y a même un match contre, je sais même plus qui, Cleveland. Il y a eu Cleveland où Cleveland va battre. Cade Cunningham, il a 4 sur 16, 10 points. Et autour, malheureusement, ça n'a pas pu gérer offensivement 4, pour gagner le match. 3, attention à Détroit offensivement, ça risque d'être un gros problème en playoff.
Buzzer. J'attendais que tu parlais des Cavs, je me suis dit, ah ouais, ensuite les Cavs. Toi, tes Cavs, hein, c'est mieux vous gagnez le titre. Parce que ce que tu vas prendre si vous gagnez pas le titre, on va gagner. J'ai confiance en mon équipe. Je pense que ça va être collector, je pense. Ali, elle doit passer des soirées avec Flexa, des fois, dans des débats, parce que ça doit lever des verres. Faut la voir sur Twitter à débattre avec tout et n'importe qui. Non, mais je vais la chercher sur Twitter. Je suis pas un activiste de Twitter, moi. T'inquiète pas, tu vas vite la trouver. En tout cas. Vous n'avez pas vu que... Passons à l'Ouest, s'il vous plaît. Parlons de Lucas et son comportement exécrable. Franchement, de base, c'était un talent exceptionnel. Hein. Pourquoi c'était? Ça allait toujours. Pardon, mais... À cause de son caractère, tu as mis son talent au passé. Non, toi, t'es pote à Flexa qui dit des RIP, carrément. Waouh! Vous m'avez invité, hein? Vous m'avez invité. Flexa va prendre cher aujourd'hui, hein. Écoute. De toute façon, à l'habitude, moi, à chaque fois que je suis pas là, vous y a des balles perdues, donc vous en faites pas. Hein. Chacun prendra son tarif. Mills ne rate pas un épisode de l'année. Je te dis tout de suite. Waouh, bref, on a tu es prévenu. Tu vas te faire rattraper par le col et t'auras pas la possibilité de te défendre. Ah, je suis mort. C'est sûr, certain. Lucas Doncic. Bref, en ce moment, il y a des fautes techniques qui s'accumulent, les discussions avec les arbitres. On voit beaucoup de frustration sur le terrain. Est-ce que pour vous, il est en train de devenir un problème, justement, malgré son talent dans l'équipe? Clairement. Alors, je prends la main tout de suite. Il est clairement un problème parce qu'il est contagieux. Okay. C'est-à-dire qu'il a un comportement, et de toute manière, c'est généralement le cas, peu importe le profil d'équipe. On regarde ce qui se passe du côté des Spurs. On voit le leadership de Wembanyama. Il est contagieux. Oui. On va du côté de Détroit. On voit le leadership de Cade Cunningham. Il est contagieux. Et on voit le leadership d'Anthony Edwards, avec les bons et les mauvais côtés qui sont les siens. Bien sûr. Mais dans cette dynamique d'aller au charbon, d'être une équipe qui agresse et pas qui subit, il est contagieux. Et donc, Lucas, dans cette perspective de toujours se plaindre, d'être dans cette expression de l'injustice permanente qui le concerne, c'est-à-dire que tu siffles la faute, enfin tu ne siffles pas la faute, il y a crime, tu siffles la faute, et ben c'est un crime que tu l'aies pas sifflé 5 secondes plus tôt ou immédiatement. Donc il y a toujours cette frustration, ce comportement, et donc maintenant tu vois des mecs comme Luke Kennard qui prennent des fautes techniques. Tu vois déjà qu'il y avait un LeBron James qui fait pas les efforts de repli défensif quand il est mécontent qu'il n'y ait pas une faute sifflée sur une faute fantôme ou pas, et qui arrête le jeu. Et derrière tu vois que c'est le reste de l'équipe, parce qu'un DeAndre Ayton, il a pas besoin de beaucoup pour être dans la tricherie et dans la paresse, et on sait déjà que c'est son naturel. Donc le problème avec Lucas, aussi grand soit son talent, son leadership qu'on avait déjà pointé du doigt à l'époque de Dallas, et même à l'époque de l'Eurobasket et de la Coupe du Monde avec l'équipe nationale slovène, où on avait déjà exprimé de nombreuses fois qu'il était absolument exécrable avec l'arbitrage, qu'il se prend des fautes techniques qui sont coûteuses pour son équipe, qu'il perd énormément d'influx, d'énergie à tout le temps. Je pourrais faire ça pendant 1 heure. Parce que c'est ce qu'il fait. C'est tout le temps. Fais gaffe à la technique. Non, mais c'est Lucas qui la mérite, la technique, une fois de plus. Parce que c'est ça le problème. C'est que c'est inaudible, déjà. C'est extrêmement contraignant, même pour nous, à regarder. Parce que on est en train de voir un mec exceptionnellement talentueux et fort et puissant dans le jeu perdre son temps, influencer son équipe de la plus mauvaise des manières. Et les dissensions qu'il y a avec son coach sont liées uniquement à ça. On n'est même plus en train de parler de ses manquements dans les efforts défensifs ou dans je ne sais quoi d'autre qui concerne l'autre côté du terrain. On est en train de parler juste de son comportement. Ouais, mais c'est marrant, t'as cité 3 joueurs tout à l'heure. Ces 3 joueurs-là, au-delà du fait de la contagion qu'ils apportent, ces 3-là défendent. Et l'autre ne défend pas. Donc comment tu veux qu'il tire son équipe avec lui? Je ne sais pas. Après, vas-y, balle perdue pour balle perdue, ça arrange la situation de LeBron James. Que tu veux que je dise? Les gens sont pas focus sur lui en ce moment. On voit que il est énergivore dans son équipe, il est énergivore même sur les gens qui regardent les matchs à la télé. C'est les gars, les gens qui sont dans le Staples Center aussi sont fatigués de son comportement. Donc à un moment ou à un autre, c'est ce qui pourrit le projet Lakers, s'il y en a, bien évidemment. Mais aujourd'hui, c'est clair, il est exécrable. Il est exécrable malgré
Le talent, j'ai envie de te dire, on en a connu des joueurs exécrables dans n'importe quel sport. Zlatan, même Mark Landers, il était exécrable pour les plus anciens. Mais là, c'est trop. Non, c'est too much. C'est tout ce qu'on a déjà vu en équipe nationale slovène et du côté de Dallas, mais pas avec une fréquence aussi constante. Ouais, il est en mode diva. Ah là, c'est LA. C'est Hollywood qui a déteint sur lui. Mais après, je pense pas que ce soit Hollywood qui a déteint sur lui parce que Dallas, il était déjà comme ça. Il était déjà comme ça. Oui, mais autant. Il était déjà comme ça. Pour moi, on en a déjà parlé. Faut demander à Bronson. Il était déjà, si après même en front office c'était compliqué avec lui, etc., c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Je pense qu'il était déjà comme ça. Maintenant, bien évidemment, quand tu joues à Los Angeles, les caméras sont 10 000 fois plus grandes sur toi, donc on voit beaucoup plus ce que tu es en train de faire. C'est zoomé au max. Il sait surtout que c'est le nouveau projet des Lakers. Exactement. Maintenant, on peut rien lui reprocher en termes de, enfin, ce qu'il apporte sur le terrain offensivement, on sait qu'il apporte offensivement et pas défensivement. C'est lui qui tient toujours l'équipe. Là, ils sont à 4 victoires sur 5 là, en ce dernier temps. Après une série de 3 défaites d'affilée, c'est lui qui remet les Lakers avec deux matchs l'absence de LeBron. 2 matchs l'absence de LeBron, un match où il contre Indiana où il finit quasiment le match en une mi-temps. C'est Indiana. Voilà, c'est Indiana. Mais ça reste des matchs qu'il faut prendre quand même à l'ouest quand on sait que, par exemple, un Minnesota qui arrête pas d'enchaîner des victoires ces derniers temps, quand on sait qu'un Phoenix s'est rendu d'accrocher les Lakers pour la 6e place, on en avait parlé il y a 2 semaines. Il y a une course à la 6e place. Il faut une régularité. Maintenant, on sait que très bien que J.R. Redick n'est pas le coach pour tenir de manière dure Luka Doncic. Je pense je m'excuse, hein. Mais il y en a pas un qui est équipé pour tenir Luka Doncic, parce que tu peux me dire ce que tu veux, hein. Au niveau du CV d'un coach potentiel, au niveau du charisme d'un coach, tu prends un mec qui a gagné un titre et qui a de la poigne, il va avoir le même problème. Est-ce que Rick Carlisle est un coach qui aurait la bonne méthode? Est-ce qu'un Paul Stra aurait la bonne méthode? Est-ce qu'un Mike Malone aurait la bonne méthode? Parce que tu lui rentres dedans, on sait pas comment il va répondre. Tu essaies de le mettre au devant de ses responsabilités. Il va dire, mais attends, tu parles de Luka? Tu parles à Luka qui te met 35 points par match sur commande en étant au ralenti. Je fais ce que je veux avec le ballon. Qui peut m'arrêter? Absolument personne. Tu sais, et au final, c'est un garçon qui a tout gagné, hein, jusqu'à présent. Il y a qu'en NBA où il a pas encore eu son titre, mais il a quand même une finale NBA à son compte, alors qu'il est même pas dans son prime, techniquement. Il est même pas techniquement, si on regarde son âge et ce qui est considéré le prime au niveau de la balance des qualités athlétiques, du nombre d'années emmagasinées pour l'expérience et la psychologie, il y rentre. 27 ans, il y rentre. Oui, il y rentre à peine, parce que c'est 28, 29, 30, 31, c'est celle-là, hein. C'est cette période-là, hein. C'est à partir de 27. Donc, c'est une star émotionnelle, en fait. Il y en a beaucoup, ça, émotionnel. Non, mais émotionnel, je veux bien, mais le problème, c'est que il y a émotionnel et émotionnel. J'ai eu des coéquipiers qui étaient friables dès qu'il y avait des injustices. J'ai eu mes propres moments moi-même en tant que joueur, et avec les années, j'ai su contrôler ça avec beaucoup plus de maturité. C'est ce qu'il lui faut, maîtriser ses émotions. Oui, mais le problème, c'est que il y a une chose que on peut reprocher à Luka, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qui est le plus important? De vouloir se faire justice à tout prix sur quelque chose qui ne va pas changer de toute manière, ou de rester dans l'instant et de pas perdre c'est un flux. Ouais, et de pas de perdre surtout cette notion que l'action d'après peut aussi être coûteuse. C'est ça, parce que un Jokic, par exemple, c'est un Jokic qui se plaint. Mais il y a quand même des limites de la façon dont il se plaint. Et Jokic, c'est quelqu'un qui se plaint souvent. Quand tu regardes ses matchs, etc., il se plaint souvent, Nicolas. Ouais, mais Jokic, il a un traitement que Luka n'a pas, hein, défensivement. Non, oui. Mais ce que je veux dire, en termes de le comportement, Jokic peut être un sale gosse tout aussi longtemps comme Luka. Bien sûr. Et ils sont des Balkans tous les deux. Mais la manière dont il le gère pas de la même manière. Donc, Luka Doncic doit remettre de l'ordre, surtout qu'on sait que les playoffs arrivent. Et ça va être très compliqué s'il continue à être comme ça. Et surtout, j'ai envie de vous dire, Rachid Wallace, à une époque, il se prenait des fautes techniques juste parce qu'il regardait un arbitre. Parce qu'à un moment donné, quand tu casses trop les couilles, t'as une cible sur ton dos. Et il l'a déjà. Et il l'a déjà, certes, mais ça va ne faire que s'empirer. Ça va ne faire que s'empirer parce que t'es tout le temps en train d'insulter. Et puis en plus, les gens, à un moment donné,
Ils apprennent vite. Ils savent déjà qu'ils savent comment faire pour te faire sauter. Mais ils apprennent vite les termes. C'est-à-dire que quand t'as du pitch coup qui sort toutes les 2 secondes, c'est comme Vafang et tous les autres trucs. C'est universel, hein, c'est international. Hein. T'as pas besoin d'être italien pour savoir ce que ça veut dire. T'as pas besoin d'être grec pour savoir ce que Malaka veut dire. Je veux dire, ce sont des termes universels. Et donc Lucas, il est en train de se griller bêtement parce que il veut du respect, mais c'est pas comme ça qu'il va le gagner. De toute façon, il a 15 fautes techniques là actuellement, donc il va avoir la suspension. La prochaine, il est suspendu. Il aura pas le temps de se calmer, sinon ça va être des matchs qui va pénaliser aux Lakers. Mais c'est surtout les raisons, c'est qu'il y a un moment donné, Jokic il pète des câbles parce que il en peut plus de se faire macérer. Doncic, il y a des fautes fantômes, il y a des fautes que lui considère devraient être sifflées des fautes, mais qui ne sont pas des fautes, c'est une défense correcte. C'est surtout qu'il y a un nouveau règlement on est en mars et qu'il a eu le temps de se mettre au niveau. C'est que depuis on leur a demandé de moins siffler les joueurs. Il y a que Shai qui s'en sort encore et encore même là il les a moins. Mais aller chercher les fautes, les tentatives de flopping pour fautes provoquées, il les siffle moins. Donc à un moment quand tu fais que ça. Et que derrière, peut-être l'arbitre il passe entre les mailles du filet sur une dernière. Gros, c'est de ta faute. Et je vais lancer un pavé dans la mare. Hein. Est-ce que Nico Harrison n'avait pas, entre guillemets, raison à certains niveaux? Je parle pas de talent, excusez-moi, on sait que c'est le pire trade de l'histoire des trades, bien entendu. Sportivement parlant, c'est le pire trade, mais humainement parlant, est-ce qu'il avait pas pressenti la patate? C'est pas pressenti, est-ce que c'est pas ce qu'il vit au quotidien? Peut-être que c'est ça aussi. Donc, le truc par rapport au trade, et on va finir sur ça, Ali, c'est que on sait pertinemment que là où les Mavericks ont fait une faute professionnelle, c'est que ils n'ont pas récupéré suffisamment en échange d'un talent générationnel comme Luka Doncic. C'est pas le problème de le trade, c'est qu'est-ce que t'as récupéré en retour. Donc c'est ça la faute professionnelle. Mais le raisonnement du pourquoi du comment il a été tradé, à un moment donné. Je vais même t'aller plus loin. Est-ce qu'ils ont pas sollicité d'autres franchises et qui étaient pas prêts à donner énormément de choses pour Luka? Parce que mine de rien, ils ont un scouting report et ils savent comment est le joueur. Et est-ce que pas sûr parce que je pense on va prendre des risques à mettre nos pieds dans une situation de Luka. Mais pour des franchises, il y en a beaucoup qui aimeraient bien avoir ce mot de tête. Hein. Il y a énormément de franchises qui auraient bien aimé avoir le mot de tête qui s'appelle Doncic. C'est une question qui mérite d'être posée en tout cas. Mais je pense qu'ils l'ont fait en coulisses simplement parce que il y a des connexions particulières. Ils voulaient faire un truc en soum-soum. Ils pensaient être plus intelligents que les autres. Bon, sa tête a été coupée de manière très justifiée. On sait très bien que c'est le pire trade de l'histoire. Ils auraient dû prendre beaucoup plus en retour. Ils ont voulu faire le truc en soum-soum, pas générer d'engouement populaire de telle sorte à ce que ce soit la bataille pour Doncic. Ils ont paieront le prix pendant très longtemps. Les conséquences vont être pendant des décennies du côté des Mavericks. Et c'est pas un Cooper Flag qui va compenser. Qu'à la fin de son contrat, il décidera de revenir chez les Mavs. Jamais. sauf si c'est Cuban qui reprend, qui réachète, et à ce moment-là, tout est possible. Tout est possible. Mais là, on est loin. Vraiment loin. Ok. C'est très intéressant et j'espère qu'il va juste contrôler ses émotions. On verra par la suite. Hein. Parlons d'une histoire. Tu le coaches, Yali. Moi? Tu le coaches, hein. Elle va lui dire, viens à Cleveland, ça se passera bien là-bas. Exactement. Je me connais bien. Il va se pendre, il va rien voir. Ça doit être ça, oui. Quelqu'un qui touche qui goûte à LA, repartir à Cleveland. Il va se pendre. T'as vu la petite avec qui il sort là maintenant là? Je dis juste. Fait que ça sort de ce corps, Les Aces. Boss, est-ce qu'on a vu l'avion de chasse? Je dis simplement que. Wow. Je dis simplement ce que je dis. Ali Berry. Excusez-moi, j'ai pas dit de dinguerie là. J'ai pas dit de dinguerie. T'as pas dit de dinguerie, mais ouais, vraiment Flexta. Sort de ce corps comme il a dit. On a déjà parlé des marchés, non? Il y a des marchés dans. Allez, enchaîne. Parlons d'une histoire très, très, très intéressante. On a Kuminga, je rappelle, qui a été trade pendant la trade deadline. Enfin! Sorti du purgatoire. À Atlanta, et dès son arrivée à Atlanta, son impact est immédiat. Excusez-moi, c'est comme ça qu'on fait un Il tourne autour de 21 points par moyenne par match, presque 8 rebonds et plus de 3 passes par match. Avec un temps de jeu similaire. Hein. C'est une dinguerie. C'est même pas comme s'il jouait 10 minutes de plus. Hein. 67% au tir. Et 55% tir à 3 points. Toi, t'es surprise? Bah,
Est-ce que toi, t'es surprise de voir ça de la part de Kuminga? C'est une ligne de... Non, mais comme ça, d'un coup, genre, la transition, elle me... Il est quand même resté aux Warriors pendant longtemps. Ouais. Assimiler les formes de jeu, le travail, tout ce qui est fait sur ce style de jeu. Après, Kuminga, il a une qualité qui est très rare chez les joueurs qui n'ont pas beaucoup, c'est cette capacité à exploser, à se retrouver sur du fast break. Donc, un athlète. C'est un athlète, c'est un bel athlète. Il a pu travailler son adresse, même si on parle pas de l'adresse de Curry et tout ça. Il a cette lecture de jeu. Et là, tu joues dans une équipe qui décide de pousser la balle. Ouais. Pousser la balle. Il est pas sur du end-off perpétuel, du pick the picker, stagger, tout ça. Il est sur de la course, sur du jeu, sur l'essence même du basket. Le gamin, il s'éclate. Il va pouvoir jouer aussi sur ses qualités, c'est-à-dire de jouer un peu du 1 contre 1. Sur du post-up, du l'ISO. C'est un athlète qui ressemble à ce qui se construit en ce moment à ATL. Ouais. Mais pour moi, là où... Attends. J'avais vas-y, une dis. question. Vas-y, Pour prends la vous, main. il est devenu meilleur ou il lui fallait justement C'est la le team, même. le système C'est le C'est même. l'environnement, il fallait changer d'environnement. Je pense pour les gens qui ont joué un minimum au basket ou même qui ont fait du sport ou quoi que ce soit, avoir la confiance d'un coach ou même de l'équipe autour, c'est super important. Ça joue sur ta confiance. Quand tu sais que tu joues dans une équipe qui veut absolument te vendre ou tu sais que Steve Kerr ne veut pas de lui, concrètement, ça joue sur ton moral et ça donne même pas envie de jouer. Tu perds un peu ta joie de jouer au basket alors que on sait que t'entends les rumeurs tous les jours, on te dit on va te trade, on va t'emmener là-bas. Il y a des matchs où il jouait pas du tout alors qu'ils avaient besoin de lui. On se rappelle que quand ils ont gagné le titre en 2022, on disait que Kuminga ferait partie des joueurs qui vont amener l'après-Curry. Ouais. Il a les qualités pour. Bien sûr. C'est un bon joueur. On parle pas d'un joueur qui a été blessé qui a été blessé à long terme et d'un coup il revient. Non. Il était là, il était prêt. C'est juste que les Warriors ne voulaient pas de lui. Steve Kerr ne voulait pas de lui. Maintenant, il arrive dans une équipe à Atlanta, on lui donne sa chance. On lui dit, joue comme tu veux. Joue comme t'as envie. Là, à Atlanta, on prend pas la tête. C'est une équipe qui est mid. Donc, concrètement, voilà, on va pas te regarder à fond à 100%. On va pas te critiquer si tu rates tes matchs ou pas. Concrètement, c'est ça. Kuminga, c'était le joueur. Normalement, cette attaque, il devait les avoir avec les Warriors. Si Steve Kerr avait confiance en lui, si on lui montrait l'envie de le garder, pour moi, il aurait ces stades-là aux Warriors. En fait, le problème, il est beaucoup plus profond chez Kuminga Warriors. C'est que tu dis on ne veut pas de toi. On ne veut pas de toi, mais on sait que tu es fort. On ne veut pas de toi, mais tu sais que tu es fort. Donc, on veut essayer d'à tout prix, soit de te garder à moindre coût, parce que te faire comprendre t'as un petit peu, il y a les autres derrière. Est-ce qu'on a explosé le salary cap aussi? Et derrière ça, t'es fort et on veut pas te laisser shine, parce que sinon, on va devoir vraiment aligner ce que tu souhaites. Mais par contre, maintenant, on se rend compte qu'on peut plus réellement te garder. Donc, il va falloir qu'on trouve une monnaie d'échange intéressante. J'ai presque envie de demander un temps mort, mais je vais pas le faire. Parce que Steve Kerr, il y a un vrai sujet philosophique, là. Parce que tu regardes le traitement qu'a reçu Tatum aux Jeux Olympiques. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Et, excusez-moi, hein. Il y a un troisième. Non, mais... Celui qui s'est pris la patate par Draymond Green. Oui, mais ça encore, c'est autre chose. Oui, mais il le faisait jouer. Mais on va parler de ça. On va parler de ça si tu veux rapidement, mais je veux rester concentré sur Kuminga, mais il faut absolument que je mette ça en avant. La gestion du dossier Tatum aux Jeux Olympiques, avec comme simple excuse, c'est compliqué de donner du temps de jeu à tout le monde, are you talking about? Are you talking about? Parce que les joueurs à qui tu donnes plus de temps de jeu, soit sont des forts profils défensifs, un Drew Holiday, qui met de l'ordre dans la maison, Derrick White, très bien. Mais à un moment donné, Derrick White, c'est bien d'avoir des joueurs de complément, mais c'est comme si tu retirais la capacité que toi tu as bien mise en avant tout à l'heure et avec laquelle tu es entièrement d'accord, Mills, de Tatum, d'être aussi un joueur de liant, d'être un joueur capable d'être intégré dans le collectif, à faire les extra passes, à faire les décalages. Est-ce que c'est un finisseur dans l'âme? Initialement, oui, mais c'est un joueur qui progresse, qui passe ses paliers et c'est surtout un des 10 meilleurs joueurs de toute la NBA. Donc, à un moment donné, si t'es en train de me dire que t'es un mec de classe mondiale, du top 15 mondial, parce que tu retires Antetokounmpo, Doncic, Jokic, SGA, derrière, t'es dans ton top 10 américain, t'es top 15 mondial. Et surtout, entre parenthèses, hein, il venait gagner le titre même pas un mois avant, en fait. Tout à fait. Donc, et en plus, tu pars du principe que t'as pas pris Jaylen Brown. Donc, t'aurais les deux dans la même équipe. Et même là, de ne pas faire jouer Tatum, c'est une hérésie. Parce que tu dis ça sur Haliburton, je veux bien. Tatum over Booker? Mais le problème, c'est pas ça. C'est que tu as du temps pour tout le monde. Donc, tu as du temps pour tout le monde. Si les équipes Euroleague arrivent à avoir 12 mecs
entre 17 et 26 minutes. Merci. Si les équipes Euroleague arrivent à avoir 12 mecs, pas 10, 12 mecs entre 17 et 26 minutes. Donc, pour Kuminga, tu te retrouves avec un gars qui se retrouve à faire les stats qu'il faisait déjà aux Warriors dès qu'il avait du temps de jeu. Il les faisait déjà. Les perfs en 21 minutes, 25 points. C'était pas, j'avais pas envie de vous dire que c'était du quotidien aux Warriors. Mais c'était régulier. Mais c'était très, très souvent le cas. Donc, on parle d'un joueur, comme vous l'avez bien expliqué, qui a été délaissé par sa franchise pour des raisons que je trouve simplement politiques et non sportives. Parce que si on essaie de justifier du côté des Warriors que Kuminga ne fitait pas. Bah oui, parce qu'il y a Butler. Alors, comme il y a Butler et Kuminga, ça shoot pas très bien à 3 points. On veut spacer, on veut faire ci, on veut faire ça. Les amis, arrêtez. C'est que du mytho. Arrêtez, parce que c'est pas comme si les autres avaient des taux de réussite. T'as pas un Klay Thompson à côté. Klay Thompson était déjà parti dans ton équipe. Exactement. Donc, arrêtons. Et puis surtout, et je vais mettre le clou final dans cet argumentaire, un coach, est-ce que c'est simplement un coach qui n'est en capacité d'appliquer qu'un seul système et à ce moment-là de recruter pour ce système, tel qu'on peut le voir par exemple dans le basket universitaire américain, ou est-ce qu'un grand coach est en capacité de s'adapter à l'effectif qui est le sien et aussi aux aléas de la saison avec des blessures, des joueurs disponibles, pas disponibles et autres. Donc au niveau de Steve Kerr, il y a eu un manque d'adaptation absolument désastreux qui a coûté, je pense, l'avenir de Kuminga Warriors qui, je pense, fitait très bien. Et dans l'absolu, bah, c'est exactement le même cas de figure que la non-utilisation de Tatum au JO de Paris pour un joueur de classe mondiale du top 15. Voilà. Merci. J'aime bien le point final. Là. Mais en tout cas, Atlanta, comme disent les supporters les Warriors, thank you. Comme disent les supporters. Non, ils m'ont tué. Thank you, Warriors. Thank you, Warriors, c'est tout. Et enjoy. Et tu vois, Jordan Poole, quand tu vois comment il se comporte et tout ça, bon débarras. C'est ce genre de mec-là, il s'est pris une patate, soit le choix a été fait de conserver Green et autres, mais c'est pas la même configuration que Kuminga. Kuminga, je parle de la gestion de la situation. Oui, la gestion, elle était pourrie. Moi, on est d'accord. Steve Kerr, il y a un dossier à ouvrir là-dessus sur ce coach, en tout cas. Mais quand tu vois comment Jordan Poole s'est comporté une fois qu'il a reçu son sac, là. Ah oui. Il a reçu son sac de billets, on a vu le vrai visage des gens. De toute façon, c'est comme ça. Hein. On voit le vrai visage des gens dans deux configurations. Quand ils ont rien, et qu'ils sont dans le dur, et quand ils ont de l'argent. Voilà. Leçon de vie. Fin de l'histoire. Voilà. Angelo, le philosophe. Voilà. La philosophie. D'ailleurs, vous savez ce que ça veut dire, philosophie? Je vais vous apprendre. Allez. Philos, c'est l'ami en grec. Et Sophia, c'est la sagesse. L'ami de la sagesse. Philosophie. La Grèce dans toutes les circonstances. Mais je vais toujours donner un petit beau livre de Kalamata. Waouh. Une des meilleures du monde. Si ce n'est pas la meilleure. Exactement. Parlons du Young Star Game, pardon. Je vous laisse parler. Comment ça, tu nous laisses parler? T'es venu là pour ça, tu l'introduis, non? Oui, j'ai introduit un petit peu. C'est quoi le Young Star Game? C'est un événement dédié aux meilleurs jeunes joueurs français, tout simplement. On leur fait passer une combine de tests physiques, des exercices techniques, etc. Et à la fin, il y a un match. Un petit match. C'est All-Star Game. C'est une des plus belles plateformes d'exposition pour les jeunes. Ce qu'il faut pas oublier, Alice, c'est qu'il y avait 30 scouts NBA qui étaient présents lors de cet événement sur l'intégralité. Mousse, je commence ou tu commences? Vas-y, je te laisse. Non, le Young Star Game, très satisfaisant dans sa globalité. Je pense que c'est un produit de qualité. Je pense que c'est une belle vitrine pour le basket français et sa formation. Dans le sens où on donne l'opportunité à des jeunes d'avoir cette visibilité au niveau du marketing, de l'effort sur les réseaux sociaux, dans la présentation, dans la communication. Ils ont fait un travail absolument excellent. Il n'y a pas débat. Donc la LNB, bravo, validé complètement. La prise en charge des joueurs, la prise en charge du staff, que ce soit au niveau des voituriers qui ont emmené les coachs à gauche, à droite, les différentes personnes qui étaient impliquées dans l'organisation et autres.
la possibilité de voir de très près et d'échanger avec les personnes d'intérêt pour de l'entourage de ces jeunes joueurs et qui permettent aussi de les mettre face à la réalité de ce que serait la draft dans l'absolu, parce que tous les exercices qu'ils ont fait, que ce soit au niveau des tests de vitesse sur courte distance, tests de détente, tests d'agilité sur un circuit que je faisais déjà à l'époque à Oregon State, donc c'est vraiment le moule américain. Et c'est tout est en comparaison directe avec l'historique des mesures prises par rapport à la draft NBA et l'historique des drafts NBA et du standard NBA. Donc, ta longueur de segment, c'est comparé à la moyenne des joueurs NBA. Ta détente verticale, comparée à la moyenne des joueurs NBA. Donc, c'est vraiment un bel outil de comparaison. Maintenant, il faut quand même mettre un bémol. En tout cas, en ce qui me concerne. Au niveau de l'intensité mise par certains joueurs dans les exercices, notamment de démonstration technique, pas dans les exercices physiques, parce que tout ce qui est détente, vitesse et agilité, les garçons, ils ont joué le jeu à fond. Mais dans ce qui est de l'exécution, je pense que c'est là où on voit la culture française en comparaison à la culture américaine. J'ai vu des joueurs, je ne vais pas mentionner les noms parce que c'est pas l'intérêt, mais il y en a eu pas mal. Quand il y a les exercices de tir, donc Mills, c'est mon poulain. Et Mills, il est là, il doit faire maintenant démonstration, tout un circuit de tir pendant 15 minutes où il doit faire tir en catch and shoot, tir après dribble, tout type d'appui, tout type de ci, tout ci, de ça. Le problème, c'est qu'il y en a qui l'ont fait à fond. Aaron Towenancy a été très très bon dans l'intensité qu'il a mise dans les tirs. Ça s'est traduit dans pas mal de ratés, mais il a aussi mis pas mal de tirs et avec une intensité que je considère de match. Mais il y a d'autres poulains qui ont fait des choses où c'est le rythme d'entraînement, tu sais, le rythme de shooting du matin avant le match. Et pour moi, c'est pas du tout ce que veulent voir les scouts. C'est pas révélateur de ce que tu dois démontrer dans ton éthique de travail et dans l'intensité qui doit être celle que tu as en tant que joueur. Dans tous les détails. Et les Américains sont hyper friands de ce genre de conneries. Ils regardent tous les détails, ils regardent comment tu t'échauffes, ton langage corporel, comment tu t'exprimes. Et bien sûr, ils font leur enquête. Donc, il y a pas mal de scouts qui étaient là-bas que je connais et que tu connais aussi, Mousse, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est mon retour. C'est le seul bémol par rapport à la performance des joueurs. Et puis le match, le match pour moi se finit un petit peu en queue de boudin par rapport à qui a reçu le MVP et tout ça. Mais je vais te laisser prendre un petit peu. Il va le faire. Bon. Mets-moi ça, parce que là je vais débiter. Moi j'ai un problème. Attention, t'as une minute pour débiter. J'annonce mon Thomas. Allez, c'est parti. Go. Évidemment, l'événement était top, l'organisation, tout ça. Moi, j'ai un problème au niveau d'hypocrisie. Le mot il est fort, mais il va falloir le dire clairement. On tire à boulet sur les gamins qui partent rapidement aux États-Unis. On dit qu'on ne profite pas de nos jeunes issus de la formation, mais on fait des événements qui vont en direction de la NBA. Contradiction totale. Qu'on m'explique. Je ne suis pas anti-NBA, je ne suis pas anti-LNB. Je pointe juste un fait, un constat. Maintenant, le deuxième point, c'est la dangerosité de l'adulte dans ce match. Moi, il y a un truc qui est à vomir. On met sur le devant de la scène un gamin qui a eu un titre d'MVP. On parle bien sûr de... j'ai un trou, ça y est. Qui est-ce qui a été MVP ? Le petit Nanterre. Le petit Nanterre. Yimga. Voilà, Minga. Maintenant, on donne pas le titre de MVP à un gamin qui a fait tout un taf pendant 3 quarts temps et qui derrière... Oui. C'est la fin, je t'en mors. Ouais, tu peux finir. Mais tu sais quoi ? Nous, on a déjà donné des mi-temps à des gens. Je prends le deuxième. Non, tu sais quoi ? Fais ça. Et t'annonces la mi-temps. Mi-temps, voilà. T'as 15 minutes. Vas-y. Et derrière, c'est donc très intéressant. Le petit Nganga qui fait un 3 quarts temps de malade. Et derrière. Rappelle les faits. Il met 16 points en 18 minutes. 16 points en 18 minutes. Non, même pas. 16 points en 16 minutes. Pardon, exactement. Et 18 dévales. 16 points en 16 minutes, 18 dévales. Et derrière, le gamin, tu le fais pas jouer au 4e quart-temps. Tu mets en difficulté un gamin à qui on donne le titre d'MVP, qui ne l'a pas volé, qui a fait le taf. Mais derrière ça, tu enterres un gamin qui était dans une dynamique pour avoir le titre d'MVP en disant quoi ? Je trouvais qu'il apportait pas au 4e quart-temps. Il a apporté pendant 3 quarts-temps. Et la dangerosité de l'adulte, c'est ça. Aujourd'hui, il faut arrêter de donner les voix aux entraîneurs. Il faut donner un colloque
de gens qui vont pouvoir juger sur la complémentarité du match. Mais la responsabilité du coach est importante parce que ce gamin-là, il faisait pas partie des premiers noms qu'on citait pour ce Young Star. Il est arrivé entre les mailles du filet. Il est arrivé avec le couteau entre les dents, tel son père que je connaissais. Et derrière... Dédicace à Joachim. Et derrière, vous lui faites ça au gamin? Franchement, c'est pas propre du tout. Et je le dis encore une fois, je défends le petit Ekanga comme je défends le petit Nanterre parce que c'est mon petit aussi. Bien et sûr. À la fin du fin... Non, Hugo, il a été bon. À la fin du fin, il finit fort. Il finit fort. Hugo prend les reproches sur toute la tracosphère des réseaux sociaux avec son titre d'MVP, alors que la responsabilité en vient au coach qui a décidé de mettre le petit Ekanga sur le banc sur tout le 4e quart-temps. Mais le mettre sur le 4e quart-temps en sa totalité, c'est une sanction. Moi je pense. C'est une sanction, c'est pas. Je pense que il y a pas que le coach à mettre dans la sauce. J'ai échangé avec le coach. Il m'a donné son son de cloche. Il m'a expliqué sa justification. J'étais pas d'accord avec lui, il le sait. Donc je peux le dire ouvertement sans rentrer dans des débats philosophiques. J'étais pas d'accord. Il a pris le temps de m'expliquer avec beaucoup de transparence et de simplicité. Donc respect bien sûr à Coach Prat. Mais ça va au-delà, parce que au-delà du choix de Coach Prat de pas le faire jouer. Alors je connais pas mal, en tout cas dans le panel de journalistes qui étaient comme moi invités à voter pour un joueur de la team Rigaudot et un joueur de la team Pietrus. La plupart des gens m'ont donné le même son de cloche. Ils avaient mis le petit Ekanga Yawa MVP. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du vote. Est-ce que c'était comme en NBA où il y avait 50% de... Il nous reste combien de temps là, d'ailleurs? Dis-moi avant que... Le temps. On a encore le temps, magnifique. Donc je ne sais pas si c'était noyé aussi par les coachs qui votaient ou je ne sais qui d'autre. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que on a eu un petit peu la culture de l'instant. C'est-à-dire qu'on a donné le titre de MVP à un gamin qui est, bien entendu, un des tout meilleurs joueurs du pays, qui fait... À son âge. Et qui explose aux yeux de tous, notamment du public francilien, parce qu'il est du côté de Nanterre. Il prend des minutes et il fait des belles minutes. Et il a un vrai impact sur le terrain. Et il est athlétique, il est en plein développement. Il a des carences au tir et c'est son axe de travail. Son axe de travail. 17 ans. Et en plus. 17 ans. Et en plus, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec lui longuement, puisque j'ai interviewé l'intégralité des gamins. Très, très intéressant à entendre parler. Il est solaire, souriant, belle personnalité. Très. Donc, Hugo, moi, c'est... shout out. C'est shout out. Le problème, comme tu dis, c'est que derrière, il prend un petit peu la vague de critiques dans le sens où pourquoi c'est lui le MVP. Il finit le match, tel un patron, pour son équipe, pour que son équipe gagne. S'il n'avait pas gagné, ça aurait été Narcisse Ngoy qui aurait pris le MVP. Avec son chantier, parce que Narcisse a fait Narcisse Ngoy, on va en parler juste après. Mais le problème par rapport à Ekanga et Yawa, c'est que quand t'as un gamin qui n'était pas prévu à la fête, tu t'attendais à un Aaron Towononsi qui a été décevant. En tout cas, sur le match, bien sûr. Pour moi, je vous rassure tout de suite, c'est pas sur un match comme celui-ci, un match de gala, que les scouts NBA se font une opinion. Ah, ils ont déjà fait leur boulot avant. Hein. Leur opinion est déjà faite. Mais c'est toujours intéressant parce que, comme tous les détails comptent quand il est question de choisir un joueur ou l'autre, bah, tous les éléments rentrent en considération quand on va dire, bah, il y a le petit Aaron Towononsi, on a un tel de Lituanie, de Slovénie, d'Italie ou autre. On va les comparer. Et qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va faire la différence? Ça peut être des petits détails à la con, comme par exemple comment il s'est comporté. Vu qu'il a été dans une intensité exemplaire du début à la fin du Young Star Game, d'avoir un match où tu mets pas dedans, ça arrive, donc c'est pas grave. Mais dans l'absolu, il fait pas un super match. Donc c'est pas comme s'il est incontournable. Braque, qui est joueur du centre de formation de Prat, et qui joue bien entendu du côté de Gravelines, n'est pas exceptionnel non plus. Et que le gamin qui te fait un super chantier avec 16 points en 3 quarts temps, et qui est facile dans le match, et que t'attendais pas à pareille fête, il mérite son bonbon. Parce que de toute manière, si on part du principe que c'était pas prévu, on veut pas gâcher ce qu'il a proposé en 3 quarts temps, quoi qu'il arrive, les 3 quarts temps qu'il a proposé avant, c'est que du bonus. Même s'il se rate sur sa fin de match. Même s'il se rate, mais laissez-lui le droit de se rater sur sa fin de match. Ça doit appartenir au joueur. C'est-à-dire que si le joueur a fait le boulot pour mériter son temps de jeu ou pour mériter une opportunité,
eh bien, on doit lui donner. Exactement. C'est tout. Moi, c'est le seul bémol, ça a gâché la fête. Alors, bien évidemment, ceux qui vont creuser un peu vont savoir que Joachim Ekanga était mon coéquipier au Paris-Levallois lors de ma première année professionnelle. Que c'est bien évidemment quelqu'un qu'on a tous fréquenté sur les terrains. Voilà, quelqu'un pour lequel j'ai une affection réelle. Son fils, il avait 2 ans quand j'étais au Paris-Levallois, je l'ai eu dans mes bras quand il était bébé. Donc, forcément, il y a une touche affective. Mais moi, je suis un puriste du jeu. C'est-à-dire que je suis le grand défenseur de le talent doit parler et on donne ce que les gens méritent. J'aime la méritocratie et je sais qu'on vit dans une société où la méritocratie ne suffit pas, ou n'est pas forcément si commune, ou suffisamment mise en avant. Mais ça reste moi quelque chose que j'aimerais mettre en avant systématiquement. Si un gamin il a 16 ans, comme un Aaron Towonunsi et qui mérite du temps de jeu en pro, bah il doit jouer. Exactement. Si un gamin qui était pas prévu à la fête d'un événement de gala, eh bien réussit son événement et mérite un bonbon et mérite de jouer quelques minutes dans le 4e quart-temps, parce que sur les 3 premiers quart-temps, c'est lui qui tient la baraque. Hein. Parce que si Hugo peut finir en boulet, c'est parce qu'il a fait un bon boulot en première. Voilà, si la team Pietrus est dans le match, c'est parce que le petit Ekanga a fait le boulot pendant 3 quarts-temps. Donc voilà, moi c'était le seul bémol. À partir de ce moment-là, il nous reste combien de temps, Ali? Parce que 5. On est bon cette semaine. On est bon. Hein. Mais donc voilà, c'est un truc important pour moi. Une fois de plus, il n'y a pas de création de polémique à 2 francs 6 sous. Moi, je donne mon opinion. J'ai donné le mien. Voilà, je donne mon opinion parce que j'ai vécu l'événement de l'intérieur et parce que j'ai aussi ma philosophie qui m'est propre. Peut-être que vous serez d'accord, peut-être que vous ne le serez pas. Ceux qui étaient à l'événement, la grande majorité des gens ont le même sentiment que moi. Ça vient juste un petit peu, ça me donne un goût amer. Et bien évidemment que moi, je soutiens Hugo par rapport au fait que c'est injustifié qu'il y ait la moindre critique en ce qui le concerne. C'est indépendant de sa volonté. Il va prendre son trophée parce qu'il mérite considération quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est un des meilleurs? Oui. Et si ça n'avait pas été lui, s'il n'y avait pas eu Johan qui avait fait un chantier comme ça dans les 3 quarts-temps, c'est lui qui aurait pris son MVP en fin de match. Il y a pas de discussion là-dessus. Mais on sait tous que quand le gamin, il a pas eu 1 minute dans le 4e quart-temps, bah, ça interpelle. Le choix a été fait pour lui, entre guillemets. Et donc, c'est ça que je trouve regrettable. Maintenant, au niveau de la continuité, je suis très satisfait de ce qui a été mis en avant. Parce que le Youngstar Game, au final, ça reste malgré tout une belle opportunité pour les jeunes dans une société où les réseaux sociaux sont très importants et les plateformes d'exposition sont nécessaires. Et je trouve que la LNB, elle a 2 thumbs up en ce qui me concerne par rapport à ça. Et je regrette d'être né trop tôt. Voilà, mais je regrette d'être né trop tôt parce que entre le NIL aux États-Unis où je vois des mecs prendre des 700 000 $ en universitaire. Je pense que cette année t'entendras d'autres montants. Je te le dis clairement. Oui. Du côté de la France, t'entendras d'autres montants. Non mais attends, Santa Barbara pour un intérieur lambda à Santa Barbara, c'est 350 000. 350 000. Et à ton époque, c'était combien? À mon époque. Des cailloux. À mon époque. Ah, d'accord. À mon époque, viens, on laisse l'époque à l'époque. On avait le Perdim, comme on dit. Le Perdim. Voilà. T'avais 100 $ pour le week-end. Je pense que le bon documentaire sur le Fab Five là va bien expliquer le pourquoi du comment. Ça crée beaucoup de problèmes par rapport à ça. Voilà. Et l'hypocrisie américaine vis-à-vis de ce qu'ils considèrent l'amateurisme. Il y a beaucoup de choses. Quand tu sais que le coach prend des millions. Bref. Bah, c'est une fin d'émission. D'ailleurs, attends, toi, tu vas te prendre une faute technique, toi. T'as demandé aux gens de s'abonner en début d'émission? Ah ouais. Apporter les bonbons. Donc. Les briques, Angelo, les briques, faut s'adapter. On ramène les briques la semaine prochaine. Des briques? Ouais, c'est vrai en plus, c'est vrai qu'on filme à 18h30. Mais oui, mais, viens d'acheter, s'il te plaît? Merci. Je crois que je vais venir. Viens. En plus, toi, t'es venu avec le col levé à la Cantona. Canto. C'est Mousse Cantona. Mousse Cantona. Bon. C'est bon, la semaine prochaine, vous avez vos briques. Voilà, c'est annoncé grâce à vous. Non, bref, vous avez compris, grâce à son erreur, on aura des briques. Mais bon, on va la rattraper évidemment maintenant. Ouais. Abonnez-vous. C'est juste en bas. Parce que sinon, Ali va devoir ramener des briques toutes les semaines. Waouh. Abonnez-vous. Donc, si on n'a pas plus 10% d'abonnements à la fin de cette émission-là, je ramène rien. Attention à vous, hein. D'ailleurs, on a passé les 2000 là. Ouais.
Merci à vous. Merci. Ah, big up. Merci. Que du love. Que du love. 2000 abonnés sur YouTube et puis 3000 sur Instagram. Donc, les gens sont de plus en plus présents et ça fait plaisir. Merci. On vous aime. À la semaine prochaine. Big up. Yeah.